Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Michael Hudson, économiste de renommée mondiale et auteur à succès. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, merci de m'avoir invité à nouveau, Glenn. Récemment, le secrétaire d'État, Marco Rubio, a expliqué que l'ordre mondial d'après-guerre n'est pas seulement obsolète, il est désormais utilisé contre nous. C'est ce que ça signifie, obsolète. Cela fonctionne exactement comme prévu, mais l'Amérique n'en est plus la bénéficiaire. Oh, exactement. Et pour ma part, j'ai un peu réfléchi à ce qu'on appelait auparavant l'empire du libre-échange. Si vous êtes en position hégémonique, ce système peut souvent jouer en votre faveur. Si ce n'est pas le cas, on s'attend à ce que le libre-échange soit remplacé par ce qu'on peut appeler un commerce équitable. Mais c'est intéressant en ce qui concerne l'ordre mondial d'après-guerre, car il semble y avoir, je pense, un sentiment croissant que l'ordre économique établi après la Seconde Guerre mondiale est effectivement arrivé à son terme. Et les États-Unis poursuivent donc leur propre alternative. Il n'est pas clair de façon plus précise ce que cela implique exactement. D'un autre côté, nous assistons également au développement des BRICS comme alternative afin de s'éloigner de l'ordre économique d'après-guerre qui semble avoir échoué ou pris fin. C'est peut-être une simplification excessive, mais il semble qu'il existe au moins ces deux voies différentes. J'aimerais donc vraiment explorer avec vous les visions des États-Unis et des BRICS pour remplacer cette ère d'après-guerre. D'ailleurs, vous m'avez récemment envoyé un chapitre à ce sujet, dans lequel vous évoquiez un problème similaire en le qualifiant de conflit civilisationnel. Je me demandais si vous pouviez approfondir cette idée. Eh bien, par conflit de civilisation, j'entends la manière dont la société et l'économie vont être organisées. Vous avez commencé votre question en évoquant l'ordre d'après-guerre de 1944-1945, lorsque les États-Unis, à Bretton Woods, ont conçu le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que le prêt britannique et la diplomatie britannique, comme moyen d'absorber l'Empire britannique, et plus tard le reste des anciens empires européens, dans la sphère d'influence des États-Unis. Ainsi, l'ordre fondé sur des règles que les États-Unis ont créées était composé de règles qui favorisaient les États-Unis. Les origines de cela, pour vraiment comprendre la division dans le type de monde que possèdent les économies industrielles occidentales, par rapport à la majorité mondiale de 400-500, remontent en réalité à 2 siècles, au tout début du capitalisme industriel en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et plus tard aux États-Unis. À bien des égards, on peut dire que le décollage du capitalisme industriel a été révolutionnaire pour les pays en voie d'industrialisation. Il a été révolutionnaire parce que le principe fondamental du capitalisme industriel était de réduire le coût de production afin que les industriels britanniques et d'autres pays puissent vendre à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents étrangers. Comment y parvenaient-ils? Eh bien, il y avait 3 moyens. Le premier consistait à se débarrasser de l'héritage du féodalisme, l'aristocratie foncière qui contrôlait les parlements dans le but d'augmenter leur rente foncière et, avec celle-ci, le prix des denrées alimentaires. Vers 1815, les industriels menés par David Ricardo, le banquier, ont déclaré « Eh bien, la Grande-Bretagne ne peut pas concurrencer les autres pays si nous devons payer nos ouvriers un salaire si élevé qu'ils servent à payer des rentes agricoles exorbitantes à la classe des propriétaires fonciers, laquelle avait imposé les Corn Laws, les tarifs agricoles de 1815 pour bloquer les importations étrangères. » Ricardo a dit que la première condition préalable pour qu'un pays industriel dépasse et concurrence ses rivaux est de minimiser le coût de la vie pour la main-d'œuvre qu'il emploie.
Cela signifie que nous avons besoin du libre-échange pour les céréales, la nourriture et les matières premières afin de pouvoir les importer de l'étranger. Et cela implique de libérer l'économie de la rente économique. La rente est l'augmentation du prix, l'excédent du prix par rapport à la valeur réelle du coût. Ricardo et toute l'école de l'économie politique classique visaient à maintenir les prix dans l'économie en accord avec le coût réel de production et à éliminer tous les privilèges particuliers. Le premier privilège était celui de la rente foncière, comme je l'ai mentionné. Le deuxième privilège était celui des monopoles. Du XIVe au XVIIIe siècle, les rois d'Europe devaient augmenter les impôts pour payer leurs banquiers, afin que ceux-ci leur prêtent l'argent nécessaire pour se faire la guerre. Les parlements de Grande-Bretagne et d'autres pays s'opposaient évidemment à l'augmentation des impôts, surtout pendant les croisades. Lorsqu'ils refusaient que les rois d'Angleterre imposent des taxes pour payer les banquiers afin de mener des guerres au nom de Rome dans ses luttes intestines contre l'Allemagne et les pays qui n'acceptaient pas la domination romaine. Ainsi, les banquiers ont aidé les rois au XIVe, XVe et XVIe siècle à organiser des monopoles commerciaux. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation du Parlement pour créer un monopole commercial. Et cela rapportera de l'argent. Et vous, le roi, en tant que bénéficiaire de ces monopoles, pourrez nous payer, nous les banquiers. Ainsi, les capitalistes industriels d'Angleterre ont dit « Nous devons nous débarrasser de ces monopoles. Instaurons un marché libre, sans rente économique, sans rente foncière, sans rente de monopole. » Et la troisième chose dont ils avaient besoin était d'intégrer la classe financière dans l'ordre capitaliste industriel. Le rôle des banquiers devrait être d'accorder des prêts productifs pour financer la formation de capital. Mais les banques en Angleterre et dans d'autres pays n'avaient pas prêté pour financer la formation de capital industriel. Ils n'ont pas prêté aux inventeurs de la machine à vapeur. James Watt, je crois, a dû hypothéquer des terres pour emprunter de l'argent afin d'investir dans ces innovations. Donc, ces trois formes, la rente foncière, la rente de monopole et l'intérêt, qui est une forme de rente de monopole, devaient être éliminées. C'était vraiment la tâche de l'économie classique au XIXe siècle. Créer un marché rationalisé, débarrassé de tous les coûts qui n'étaient pas réellement des coûts de production, mais des coûts liés à des privilèges hérités de la période médiévale. Eh bien, la situation était très différente dans le reste du monde. L'Angleterre a mis 30 ans à se débarrasser des Corn Laws, ce qu'elle a fait en 1846, et cela a engagé la Grande-Bretagne dans le libre-échange avec d'autres pays. Et les stratèges et diplomates britanniques sont allés dans d'autres pays en disant « Nous vous donnerons accès au marché britannique. Vous pouvez acheter vos produits manufacturés à la Grande-Bretagne à un prix bien inférieur à celui auquel vous pourriez les fabriquer vous-même. Nous achèterons vos matières premières, votre nourriture, vos minerais et d'autres, et ce sera un échange heureux. » Eh bien, ils ont convaincu l'Amérique, du moins les États du Sud, pas les États du Nord. Et ils ont convaincu la majeure partie du monde d'accepter cette spécialisation de la production, entre d'une part les pays capitalistes industriels et d'autre part les économies hautes productrices de matières premières. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les pays industriels ont convenu que lorsque les excédents commerciaux devenaient très importants, ils achetaient des matières premières à bas prix, les transformaient en produits manufacturés et les vendaient avec profit. Ensemble, les pays européens, puis les États-Unis, détenaient un monopole sur les produits industriels. Le problème, c'est que le reste du monde, qui produisait des matières premières, accumulait des déficits commerciaux. Pour aggraver les choses, à partir des années 1820, les anciennes colonies nouvellement indépendantes
d'Haïti et des Caraïbes, du Mexique, du Brésil, puis des colonies ottomanes, la Grèce, l'Égypte et la Tunisie, ont toutes obtenu leur indépendance, mais elles ont dû emprunter de l'argent à des créanciers afin de reconstruire leur économie et de commencer à développer leur propre industrie et leur autosuffisance. Eh bien, presque immédiatement, tous les pays emprunteurs ont fait défaut. Et à la fin du XIXe siècle, les dettes avaient augmenté et les défauts s'étaient accumulés à tel point que les pays créanciers ont pu nommer des banques centrales ou des commissions monétaires nationales pour gérer la politique budgétaire de ces pays qui avaient gagné leur indépendance. Et bien sûr, dans les colonies, c'était la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, les puissances colonisatrices, qui dirigeaient les affaires. Les pays industriels utilisaient leurs excédents commerciaux pour investir dans les pays producteurs de matières premières. Ils investissaient dans les chemins de fer et les communications. Ils rachetaient les monopoles d'infrastructures publiques. Ils achetaient surtout des terres, des plantations et des droits sur les ressources naturelles, forêts, minerais pour eux-mêmes. Et le résultat, c'est que toutes ces ressources générant des rentes, que les économistes classiques considéraient comme devant constituer la base naturelle de l'impôt, n'étaient pas la base de l'impôt. Elles étaient l'équivalent du féodalisme, constituant un fardeau pour les exportateurs de matières premières. Dans le sens où, ici, les gouvernements et l'économie nationale devaient payer de lourdes rentes ou des impôts sur la rente foncière, la rente des ressources naturelles, qui est une forme de rente foncière, la rente de monopole et le service de la dette financière. Tout cela au pays créancier. Ainsi, le combat qui avait été mené contre le féodalisme en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne pour le reste du monde, pour la majorité mondiale, était un combat contre les intérêts rentiers étrangers et pas seulement contre leurs propres intérêts rentiers. Et cela a créé une sorte d'économie duale, comme on a fini par l'appeler. Par exemple, dans les années 1950, l'Amérique latine, l'Afrique et une grande partie de l'Asie étaient qualifiées de pays en développement. Mais elles ne se développaient pas de la même manière que les nations industrielles européennes. Elles ne se développaient pas à l'abri de la rente économique, mais y étaient soumises, et leur gouvernement ne disposait pas de suffisamment de recettes fiscales nationales pour pouvoir financer les dépenses d'infrastructures publiques et les subventions à l'industrie. Cela a été absolument crucial pour la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, qui avaient des économies mixtes. Car dans ces pays industriels, le capitalisme industriel évoluait vers le socialisme industriel. C'était une économie mixte dans tous ces pays, parce que la classe industrielle disait « Eh bien, en plus de nourrir nos salariés avec des denrées importées à bas prix, nous allons minimiser leur coût de la vie en fournissant les besoins essentiels, les services de base, l'éducation, les soins de santé, les transports et les monopoles naturels à des prix minimaux, subventionnés ou même gratuitement pour l'éducation. Nous allons faire de nos économies européennes, puis de l'économie américaine, les économies les moins chères du monde, afin de pouvoir surpasser toute concurrence potentielle venant d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud global. En gros. Et cette situation a perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nombre de ces exportateurs de matières premières ont en réalité accumulé d'importantes réserves de devises étrangères en vendant des minéraux, du pétrole et d'autres intrants aux belligérants. Ils sont sortis de la guerre en 1945 dans une position très forte. À ce moment-là, les États-Unis ont imposé les règles du FMI et de la Banque mondiale, qui prétendaient avoir une doctrine de développement économique destinée à aider ces pays à se développer. En réalité,
Cela les a empêchés de se développer. Ainsi, au lieu d'être des pays en développement, ils ont été transformés en pays dépendants. Non pas des pays en développement, mais des économies hôtes, au sens où ils servaient d'hôtes à, on pourrait même dire, un parasite. Et la Banque mondiale, par exemple, accordait des prêts aux pays du Sud global, non pas pour leur propre production alimentaire, afin qu'ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins et n'aient pas à importer de nourriture, mais uniquement pour exporter des cultures de plantation et couvrir tous les coûts d'infrastructure, les frais portuaires et le transport nécessaire à l'exportation de leurs matières premières. Ils se sont opposés à la réforme agraire et à toute tentative de produire des aliments qui auraient pu concurrencer le marché et évincer les agriculteurs et les exportations agricoles américains. La même chose s'est produite après la création du marché commun, avec sa politique agricole commune, qui comportait également de très fortes subventions publiques, et la suspension du libre-échange, afin de soutenir les investissements agricoles qui ont considérablement augmenté la productivité agricole européenne, tout comme l'Agricultural Adjustment Act du président Roosevelt aux États-Unis dans les années 1930 a augmenté la productivité agricole américaine en étant très protectionniste. Rien de tel ne s'est produit dans les pays qui étaient clients de la Banque mondiale. Très vite, ces pays sont retombés dans la situation qui était la leur depuis le 19e siècle. Ils ont enregistré des déficits commerciaux, ils ont dû emprunter de l'argent, cela signifiait qu'ils s'endettaient. Et à ce moment-là, le Fonds monétaire international est intervenu et a dit « La seule façon de vous enrichir, c'est de vous appauvrir ». C'est une théorie développée par David Ricardo, le porte-parole des banquiers au sein du Bullion Committee en 1809 et 1810 en Grande-Bretagne. Il disait « Pourquoi ne vous enrichissez-vous pas comme la Grande-Bretagne et l'Europe se sont enrichis en baissant le coût du travail? Mais ils n'ont pas baissé le coût du travail en réduisant le coût de la vie. Ils l'ont abaissé en empêchant les syndicats, en baissant simplement les salaires et en ne fournissant aucun des soutiens sociaux aux salaires que l'Europe avait, imposant en somme des programmes d'austérité qui n'avaient qu'un seul but, empêcher les gouvernements d'avoir les moyens d'investir pour subventionner leur industrie et leur agriculture afin d'être indépendants des pays européens. Donc en réalité, il s'agissait d'institutions anti-développement. La Banque mondiale a publié un rapport sous la direction de McNamara intitulé « Partenaires dans le développement ». Mais il s'agissait en réalité de partenaires dans la dépendance, partenaires dans le sous-développement, car tout reposait sur des principes diamétralement opposés à ceux de l'économie classique et à la manière dont les pays européens s'étaient développés, en élevant le niveau de vie. La Banque mondiale et le FMI visaient à abaisser le niveau de vie, affirmant que cela les rendrait plus compétitifs. Mais cela ignorait le fait que des économistes américains avaient souligné que la main-d'œuvre bien rémunérée était tellement plus productive que la main-d'œuvre sous-payée et appauvrie qu'elle s'autofinançait. Ainsi, on avait, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, une main-d'œuvre très productive, soutenue par d'importantes subventions publiques et la fourniture des besoins de base, et, dans les pays du Sud global, une main-d'œuvre peu productive, sans aucun soutien gouvernemental ou social. Et c'est ce problème qui a conduit à la crise actuelle qui a éclaté cette année. Et la situation est devenue critique pour deux raisons. La plus évidente est la politique tarifaire imposée par Donald Trump. Elle empêche d'autres pays, en particulier ceux du Sud global, de gagner l'argent, les dollars, nécessaires pour rembourser leurs dettes en exportant vers le marché américain. Or, si leurs dettes sont libellées en dollars, et que la seule façon pour eux de gagner des dollars est d'exporter vers les États-Unis ou l'Europe,
et qu'ils en sont empêchés, comment peuvent-ils payer? Depuis 50 ans, la seule solution qu'ils ont trouvée a été d'être contraints de vendre et de privatiser encore plus leurs ressources naturelles, leurs droits miniers, de céder leur monopole, en somme, de thatchériser leur économie. Et la thatchérisation de leur économie a été tout aussi dévastatrice pour les pays du Sud global que pour la Grande-Bretagne. Voilà la crise. La deuxième crise, c'est le fait que pour la première fois, les pays du Sud global, l'Asie et l'ensemble des pays des BRICS disposent d'une alternative pour éviter le piège de la dépendance dans lequel ils sont tombés depuis 1945. Et cela, c'est en grande partie grâce à la Chine. Depuis la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie, les pays non alignés se sont réunis et ont déclaré « Nous devons avoir une alternative à l'ordre économique conçu par les États-Unis et l'Europe, qui n'est pas dans notre intérêt. » Mais ils ne pouvaient pas y arriver seuls. Ils étaient simplement isolés, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe ont pu les diviser pour mieux régner, procéder à des changements de régime, renverser en somme des gouvernements qui n'étaient pas favorables aux États-Unis. Le résultat a été cette structure économique duale que l'on observe. Eh bien, ils se retrouvent avec des économies thatchérisées, incapables de disposer des ressources fiscales que l'Europe a pu développer. Ils n'ont pas la souveraineté nécessaire pour imposer leurs propres taxes sur la rente foncière et les ressources naturelles, ni pour créer leur propre système monétaire qui financerait leur industrie. La Chine l'a fait, mais cela a nécessité une révolution en 1949 sous Mao. Tout comme en Russie, il a fallu une révolution qui a éliminé la classe des propriétaires fonciers et la classe financière. Et la question est de savoir comment les pays des BRICS vont émuler le modèle capitaliste industriel chinois ou le modèle socialiste industriel avec des caractéristiques chinoises. Fondamentalement, les caractéristiques chinoises sont celles d'Adam Smith, de John Stuart Mill, de Marx, toute l'école économique classique qui a développé l'idée de libérer les économies industrielles de la rente économique, des privilèges spéciaux, et d'en faire des économies industrielles efficaces. Voilà la crise. Et le fait que ces pays soient désormais capables de proposer un modèle alternatif, c'est ce que les Américains qualifient de choc des civilisations. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un choc des civilisations. C'est une lutte contre la tentative du Sud global, des BRICS et de la majorité mondiale de suivre la même voie de civilisation que le capitalisme industriel avait commencé à développer au XIXe siècle, et sur laquelle reposait toute l'idéologie économique classique. Si l'on relie cela à la déclaration de Marco Rubio, selon laquelle l'ordre mondial d'après-guerre est désormais utilisé contre nous, s'agit-il alors d'une référence au système rentier? L'idée que la monnaie, les technologies, le système bancaire, tous ces instruments financiers proposés par les États-Unis dont ils tirent des rentes, c'est-à-dire de l'argent, sans participer au processus productif. Est-ce que cela élimine l'Amérique dans ce rôle? Est-ce à cela que Rubio fait référence lorsqu'il dit que le système est utilisé contre nous? Ou s'agit-il simplement des règles générales du commerce? Comment peut-on interpréter la déclaration de Rubio? Eh bien, ce n'est pas le système qui a changé. Ce sont les États-Unis et les économies européennes qui ont évolué. Ce qui avait commencé comme le capitalisme industriel sous l'économie classique, visant à libérer les économies de la rente, n'a pas vraiment remporté la victoire au XXe siècle. Les intérêts rentiers ont riposté et on a assisté à un remplacement de la théorie classique de la valeur, du prix et de la rente par l'idée que, eh bien, le prix égale la valeur. Il n'existe pas de rente économique. Chacun gagne ce qu'il peut obtenir, que ce soit les propriétaires qui perçoivent tous les loyers qu'ils peuvent, ou les banques qui gagnent tout ce qu'elles facturent,
y compris les pénalités de retard. Tout cela est comptabilisé dans le PIB aujourd'hui. Si vous regardez le PIB des États-Unis et de l'Europe, la majeure partie correspond à des prélèvements rentiers, des rentes de monopole, mais surtout à des intérêts, des frais financiers, de l'immobilier et des rentes foncières. Les banques ont accordé de plus en plus de crédits par rapport au prix que les acheteurs peuvent payer pour des hypothèques. Une part croissante des coûts du logement en Amérique et en Europe est versée aux banques. Il existe donc toujours une rente économique dans les économies américaines et européennes, mais les bénéficiaires ne sont plus la classe des propriétaires féodaux, c'est la classe bancaire. La classe bancaire est devenue le principal rentier, et non plus les propriétaires fonciers, ni les monopoleurs. En fait, la classe bancaire a été la mère du monopole, la mère des trusts, les organisant puis prêtant de l'argent aux acheteurs et organisateurs de trusts et d'OPA pour créer des monopoles et verser les rentes de monopole sous forme d'intérêts. Ce qui avait commencé comme le capitalisme industriel, qui a rendu les États-Unis et les économies européennes si riches et productives, a fini par être parasité en se transformant en capitalisme financier. C'est la thèse centrale de presque tous les livres et articles que j'ai lus. Donc ce sont les États-Unis qui ont perdu leur puissance industrielle en décidant de se désindustrialiser. Essentiellement, la lutte des classes a été relancée sous la présidence de Clinton dans les années 1990 en déplaçant la production industrielle hors des États-Unis vers les filiales étrangères des multinationales. On a permis à la main-d'œuvre étrangère de faire le travail, ce qui a empêché les travailleurs américains de se syndiquer et d'augmenter leurs salaires, car ils étaient remplacés par de la main-d'œuvre immigrée, ou d'abord par des travailleurs mexicains et canadiens, puis par des travailleurs chinois et d'autres pays étrangers. Ainsi, les États-Unis ont pris la décision de littéralement se désindustrialiser. Et cette désindustrialisation s'est également transformée en financiarisation. Vous avez donc remplacé une économie industrielle par une économie financière centrée sur les banques, sur Wall Street, dont la planification centrale est passée des gouvernements aux centres financiers de New York, Londres, Paris, Francfort et Tokyo. Le développement économique du jardin mondial des 15% et de ses alliés a essentiellement cessé de progresser et en quelque sorte sombré dans le même type d'économie rentière, contre laquelle tout le combat pour créer une puissance industrielle au XIXe siècle avait été mené. Eh bien, cela a soudainement conduit les États-Unis à réaliser qu'ils ne peuvent plus se permettre de créer leur propre autosuffisance industrielle. Alors, comment allons-nous rester compétitifs? Eh bien, le président Trump dit qu'il y a deux façons de le faire. Soit nous forçons d'autres pays à nous verser un tribut en créant un empire, soit nous tirons profit de rentes de monopole et de rentes financières. Nous pourrions tenir des rentes de monopole en monétarisant les nouvelles technologies d'information autour et faire l'essai militaire. And especially military technology. We'll tell Europe, increase your military spending from 1.5% Nous dirons à l'Europe, GDP to 5%. augmentez vos dépenses militaires de 1,5% à 5% du PIB, mais vous devez acheter tous vos équipements militaires aux États-Unis. Et cela nous aidera à équilibrer notre commerce international et à financer notre déficit budgétaire en même temps. Et vous devez également rester dans le système du dollar, de sorte que tout excédent que les pays étrangers parviennent à épargner grâce à leur excédent commercial, à leur excédent d'investissement ou à leurs revenus nationaux, toutes leurs économies monétaires, doit être investi dans des bons du Trésor américain ou d'autres titres américains dans la zone dollar. Ainsi, la richesse et l'accumulation de tout le monde doivent être envoyées aux États-Unis. Of all the world is to be sent to the United States,
Et Trump dit qu'il va imposer des droits de douane de 100%, voire même de 500%, aux pays qui essayent d'utiliser leurs revenus, leurs excédents commerciaux et leurs excédents fiscaux pour développer leur propre économie, plutôt que de subventionner l'économie des États-Unis. Il s'agit donc d'une guerre menée par les États-Unis, non seulement contre la majorité mondiale, mais surtout contre leurs propres alliés en Europe, ainsi qu'au Japon et en Corée du Sud. Comme vous venez de le voir, les mesures prises par l'Amérique contre le Japon et sa capacité à vendre ses automobiles aux États-Unis, c'est la même chose pour la Corée, l'incapacité de vendre ici leurs produits industriels. C'est une déclaration de guerre économique contre ces autres pays. Et la diplomatie américaine a en quelque sorte biaisé le résultat par son ingérence politique et sa pression en faveur de changements de régime, ainsi que par les organisations non gouvernementales qui ont fourni d'énormes financements pour promouvoir des opportunistes individuels en tant qu'hommes politiques ou dirigeants industriels favorables aux États-Unis et dont la loyauté va en réalité aux États-Unis ou à des entreprises américaines. Comme, je suppose qu'on pourrait le dire, mères en Allemagne. Ainsi, vous avez des dirigeants politiques européens qui soutiennent des politiques renforçant la domination des États-Unis sur l'Europe, alors que les électeurs de ces pays européens ne soutiennent pas cela. Les électeurs d'Allemagne, de France et d'autres pays votent contre le fait de dépenser leur argent pour la guerre en Ukraine, contre le fait de combattre la Russie. Ils veulent pouvoir acheter sur le marché le moins cher, tout comme l'Angleterre voulait acheter sur le marché le moins cher en 1815. Mais ils en sont empêchés. Au lieu d'acheter du pétrole et du gaz russe bon marché, ils sont censés acheter du gaz naturel liquéfié américain à un prix 4 ou 5 fois supérieur, comme nous en avons déjà parlé. Ainsi, l'Europe est devenue une dépendance. Et les États-Unis essayent d'imposer cette même hégémonie sur les pays des BRICS et du Sud global. Le problème, c'est que les pays des BRICS et du Sud global eux-mêmes ont non seulement des gouvernements très largement soutenus par les États-Unis, par exemple, les représentants africains au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale sont totalement néolibéraux. Ainsi, leur classe dirigeante a été formée aux États-Unis ou en Grande-Bretagne selon des lois néolibérales, thatchériennes ou similaires à celles des États-Unis. Ils ne connaissent même pas les débats politiques qui ont sous-tendu l'émergence du capitalisme industriel, lequel a initialement assuré le succès de l'Europe, et ils n'ont donc pas de modèle. Le seul modèle qu'ils possèdent est celui de la Chine, qui a, de manière indépendante, réinventé la roue, la même roue qu'Adam Smith, John Stuart Mill et les autres économistes classiques britanniques avaient développée, celle d'une économie mixte où le gouvernement contrôle sa propre création monétaire et l'allocation des fonds. Ainsi, vous avez par exemple la Chine qui fait ce que tout pays cherchant à se développer et à rester compétitif devrait faire. Any country that's trying to develop and being competitive should do, you create money and credit. Vous créez de la monnaie et du crédit pour financer la formation de capital tangible. Non seulement la formation de capital privé et l'innovation, mais aussi les infrastructures de base comme les lignes ferroviaires à grande vitesse, le développement des ports ou l'initiative La Ceinture et la Route que la Chine essaye de mettre en œuvre afin de créer une structure de commerce et d'investissement international qui rendra l'Asie indépendante des États-Unis. Et le président russe Poutine a déclaré que c'est précisément l'enjeu du conflit. Le combat vise à permettre à d'autres pays de devenir des nations souveraines, maîtresses de leur propre politique budgétaire, de leur politique d'investissement et de leur politique gouvernementale. Mais ils ne peuvent être indépendants que s'ils prélèvent l'impôt sur la rente de leurs propres ressources, qui sont actuellement détenues par des entreprises étrangères.
Ils sont produits par le pétrole, la production de matières premières, la production minière, les forêts. Il faut taxer, en somme nationaliser, les monopoles et en faire des monopoles publics, et non des monopoles rentiers détenus par des étrangers. Ils doivent déranciériser leur économie. C'est leur politique. En réalité, ils n'ont même pas besoin de nationaliser ces compagnies pétrolières et minières étrangères. Il leur suffit de taxer la rente économique. Et en tant que pays souverain, ils devraient pouvoir taxer cette rente économique. Mais cela est présenté comme un conflit de civilisation, comme une attaque contre la civilisation occidentale et la démocratie elle-même. En réalité, c'est une expression de la démocratie, une expression de leur propre souveraineté nationale. Voilà donc le combat auquel ils font face. Mais leur propre classe dirigeante, leur propre classe politique, ainsi que la classe la plus aisée qu'ils possèdent, sont elles-mêmes des rentiers et font partie de l'économie de rente. Une grande partie de la dette extérieure de l'Argentine et du Brésil est détenue par des Argentins et des Brésiliens, car ils savent qu'ils font partie des classes supérieures et que le gouvernement va rembourser la dette en dollars à eux-mêmes, sans faire défaut. Il existe donc un conflit de classe au sein même des pays des BRICS, très similaire, mais avec des différences essentielles, au conflit de classe entre le travail et le capital en Occident. C'est un facteur qui complique toute cette situation. Et la question est la suivante. Comment allez-vous amener les pays des BRICS et d'autres pays à entreprendre le même type de réformes économiques que la Chine a mené avec tant d'efficacité, sans provoquer une véritable révolution? Parce que les États-Unis ont dit, si vous essayez de faire une réforme, nous allons vous faire ce que nous avons fait au Venezuela, ce que nous avons fait à l'Iran, à la Libye, au Chili. Nous allons vous renverser. Nous ne voulons pas de réforme. Nous essayons de maintenir le pouvoir occidental. Et le président Poutine a prononcé un autre discours il y a tout juste une semaine, disant, vous savez, depuis le début, nous pensions depuis les années 1990 que le sentiment anti-russe de l'Europe et des États-Unis était vraiment idéologique. C'était un affrontement entre le capitalisme et l'idéologie soviétique. Et il s'avère que certes, cela en faisait partie, mais en réalité, ils étaient simplement anti-russes. Ils voulaient nous conquérir. Ils voulaient nous diviser en 5 ou 6 pays différents et nous soumettre à la stratégie du diviser pour mieux régner, faisant de nous leur colonie. Il s'agit en réalité d'une tentative des États-Unis et de l'Europe de contrôler le monde. Tout comme, sous le capitalisme industriel, ils ont essayé de dominer le monde par la puissance industrielle et la productivité, ainsi qu'en contrôlant les excédents des rentiers, les excédents financiers et les rentes des exportateurs de matières premières. Il s'avère que ce n'est qu'une pure lutte de pouvoir, et c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Vous avez donc cette division entre les économies occidentales, davantage financiarisées, et les économies des BRICS, qui aspirent au moins à devenir des capitalismes industriels. Ce qui me frustre beaucoup avec l'Europe, c'est cette réticence à accepter qu'elle est passée du statut de sujet à celui d'objet, qu'il y a, d'une certaine manière, une difficulté à reconnaître que les Européens sont désormais ceux qui se font cannibaliser par leurs partenaires américains. Je pense que les dirigeants politiques voient l'avenir de l'Europe, sa grandeur ou sa pertinence, comme étant lié à ce partenariat transatlantique, tout en reconnaissant, dans une certaine mesure, qu'ils se font cannibaliser par les Américains. On se retrouve donc avec des hommes politiques comme Macron en France, qui oscillent sans cesse entre, vous savez, nous ne pouvons pas nous permettre d'être les vassaux de l'Amérique. Et le lendemain, nous devons faire preuve de solidarité avec les États-Unis pour préserver l'Occident.
Ils veulent donc appartenir à l'Occident politique, mais ils sont très mal à l'aise avec, ou rejettent, le fait de reconnaître qu'ils deviennent désormais, en réalité, un objet. Que peuvent faire les BRICS maintenant, cependant, pour offrir une alternative? Parce que le système monopolistique que vous présentez comme l'option des États-Unis ne semble ni très stable, ni même durable. Il paraît très extractif, perturbateur, chaotique et voué à l'échec à terme. Donc selon vous, que devraient viser les BRICS? What, in your opinion, should BRICS be striving for then? Well, let me talk about Europe first. Eh bien, laissez-moi d'abord parler de l'Europe. Des personnes comme Macron et ses homologues en Angleterre, Starmer, et en Allemagne, Merz, ce sont des démagogues. D'un côté, ils voient que la population européenne veut la prospérité. Elle ne veut pas que le budget soit limité dans la création monétaire et la gestion d'un déficit. Elle souhaite que le gouvernement fasse des déficits pour financer des programmes sociaux, notamment pour soutenir le niveau de vie, ou du moins pour éviter la catastrophe du niveau de vie provoquée par la rupture du commerce énergétique avec la Russie. Donc, ce que veulent les électeurs est une chose, mais les dirigeants ne répondent pas à leurs attentes. Ils sont exactement comme Donald Trump ici. Ils servent essentiellement leurs sponsors américains. Et le problème, je suppose, pour l'Europe, c'est que toute la structure de l'Union européenne garantit l'échec. L'Union européenne est dirigée par l'OTAN. Ses responsables de la politique étrangère sont des faucons militaires, dont le seul intérêt est essentiellement de consentir à appauvrir les économies européennes afin de combattre la Russie et d'essayer de l'épuiser, dans l'espoir mythique que, si la Russie est suffisamment affaiblie, elle ne pourra plus mener la guerre en Ukraine contre l'Europe et l'Amérique, et qu'il y aura alors un changement de régime. Les Européens et les Américains pourraient alors intervenir et dépecer la Russie, comme ils ont commencé à le faire sous Eltsine dans les années 1990. Les électeurs européens n'ont pas de rôle à jouer dans la politique européenne, tant que l'Europe fait partie de l'OTAN, et que ces pays sont empêchés de faire ce que tout pays souverain devrait pouvoir faire, créer leur propre monnaie pour financer leurs propres dépenses, subventionner leur industrie et élever le niveau de vie. La politique monétaire de l'Union européenne a été conçue pour empêcher de creuser un déficit budgétaire dans le cadre d'une relance économique de type keynésien. Donc l'Europe est, et tant que la politique européenne est dirigée depuis un bureau au sous-sol du Pentagone, en disant « Eh bien, vous devez ruiner votre industrie en n'important plus d'énergie russe ». Vous pouvez déplacer vos entreprises industrielles en Amérique, peut-être même y amener votre main-d'œuvre qualifiée, mais il va falloir faire des sacrifices pour défendre la démocratie telle que Zelensky l'a imposée en Ukraine, le modèle américain de la démocratie. Je veux dire, c'est une parodie. Et cela empêche l'Europe de dire, eh bien, nous n'allons pas faire partie d'une île au large de Rhode Island, nous allons faire partie de l'Asie. C'est notre position naturelle, partenaire commercial. Toute la prospérité allemande est venue d'une intégration du commerce et des investissements avec la Russie. Ils devront revenir à une unification avec le reste de l'Asie et devenir simplement un autre pays parmi les égaux. Mais ils disent, nous ne voulons pas être des égaux, nous voulons dominer. Si nous ne pouvons pas contrôler une autre économie avec laquelle nous commerçons, nous nous sentons en insécurité. Nous nous sentons menacés. Et si l'Amérique ne peut pas contrôler ses économies, nous ressentons la menace parce que nous dépendons des États-Unis. L'Europe devra réaliser que son ennemi économique n'est pas la Russie ni la Chine. En fait, la Chine et le reste de l'Asie constituent le groupe d'économies qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Alors, vers qui l'Europe devrait-elle se tourner pour son développement commercial et ses investissements à long terme?
une économie américaine en déclin ou une économie est-asiatique en pleine croissance. Pourtant, les dirigeants européens affirment « Nous sommes avec l'économie en déclin. Nous allons abaisser notre niveau de vie aussi rapidement que celui des Américains et nous allons imposer l'austérité parce que c'est là que se trouve notre loyauté. » Que peuvent faire les électeurs européens face à cela, compte tenu de la façon dont la politique de l'Union européenne est organisée? Eh bien, le même problème se pose dans les pays des BRICS. Je suis sûr que les électeurs des BRICS aimeraient dire « Pourquoi notre pays en Afrique, en Asie du Sud ou en Amérique latine ne pourrait-il pas suivre la même politique que la Chine? Pourquoi ne pourrions-nous pas nous débarrasser de ce qui, pour nous, équivaut au féodalisme européen? Nous devons reconnaître que ces 2 siècles de développement déformés, qui ont fait de nous des dépendances subsidiaires des nations créancières industrielles, n'ont pas fonctionné. Notre souveraineté consiste à coopérer entre nous. Nous devons repartir de zéro. Les dettes ne peuvent pas être remboursées à moins de renoncer à tout investissement dans la croissance. Qui allons-nous privilégier? Allons-nous mettre les créanciers étrangers en priorité en leur donnant la main mise sur nos recettes fiscales, ou allons-nous privilégier notre propre croissance économique et notre propre investissement intérieur pour atteindre l'autosuffisance économique et l'élévation du niveau de vie? Economic self-sufficiency and rising living standards first. Well, unanimously, the BRICS countries say, Eh bien, à l'unanimité, les pays des BRICS disent « Oubliez le niveau de vie. Nous allons suivre le FMI. Nous allons imposer l'austérité parce que nous, dans la classe dirigeante, l'oligarchie cliente, nous nous en sortons très bien nous-mêmes. Nous sommes vraiment une extension de l'économie capitaliste financière américaine. Voilà la classe dirigeante de l'Argentine, une grande partie du Brésil sous Bolsonaro. C'est de cela que tout le combat au Brésil relève. C'est tout le problème. Il ne faut pas seulement une révolution des pays des BRICS et des pays de la majorité mondiale en termes de philosophie du développement économique pour adopter l'économie classique et sa libération des économies de la rente. Il faut aussi une révolution politique contre leurs propres oligarchies clientes qui ont été mises en place par ce système de dépendance imposé au cours des 2 derniers siècles. Strajid Fall is your lord. Je crains que ce soit presque une loi de la nature. On peut dire qu'une élite politique, qui ne répond plus aux attentes de son public, sera toujours confrontée à des bouleversements politiques. Jusqu'à présent, la classe politique a simplement rejeté toutes les réactions à son incapacité à défendre les intérêts nationaux fondamentaux en les qualifiant de populisme, affirmant que les populistes sont illégitimes et doivent être combattus par presque tous les moyens possibles. Or, cela ne fonctionne qu'un temps, car s'ils ne répondent pas à l'intérêt national, une grande instabilité ou un bouleversement politique finira par survenir. Mais répondre à l'intérêt national dépend de la manière dont la répartition du pouvoir est organisée. Et dans un système multipolaire, la réalité est que la répartition du pouvoir n'est plus concentrée aux États-Unis. Les politiques doivent en tenir compte d'une manière ou d'une autre, il me semble. Comme vous le dites, les élites politiques en Europe exécutent essentiellement les volontés de l'Amérique, tandis que leurs propres intérêts nationaux sont ignorés. Je me demande combien de temps cela peut réellement durer, et s'il y aura une recherche, sinon d'adhérer aux BRICS, du moins d'une alternative similaire. Parce que je pense que les Européens, alors que les Américains, quoi qu'on dise de Trump et de ses mauvaises solutions à ce problème, au moins il essayait de poursuivre un nouveau système. Au moins il reconnaît que l'ère d'après-guerre est terminée. Je pense que les Européens sont encore dans le déni. S'ils peuvent seulement faire suffisamment de sacrifices, suffisamment de guerres, suffisamment de flagornerie,
envers Trump, alors d'une manière ou d'une autre, ils pensent pouvoir ramener ou restaurer cette époque. Je pense que c'est ce que les Américains, les Chinois et les Russes ont tous en commun. Je pense qu'ils réalisent que cette époque est révolue, et maintenant, bien sûr, il y a des intérêts divergents. Avez-vous des réflexions finales sur ce sujet, que je qualifierais de très important? Il semble que l'ère des 80 dernières années, le système économique touche à sa fin, et qu'il n'y ait pas de véritable consensus. Et même parmi les différentes alternatives, il ne semble pas y avoir la clarté conceptuelle que l'on souhaiterait. J'aimerais voir, par exemple, que les BRICS proposent une alternative durable, et encore moins avec l'administration Trump. Eh bien, ce que tu décris, Glenn, c'est l'approche matérialiste de l'histoire. Et cette approche considère que les pays vont finalement agir selon leur intérêt national. Il y a une sorte de survie du plus apte, et ce sont les plus aptes qui finiront par s'en sortir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans une grande partie de l'histoire. Ce ne sont pas toujours les plus aptes qui ont survécu, et l'approche matérialiste de l'histoire a négligé les raisons pour lesquelles la course n'est pas toujours remportée par le plus rapide, comme le dit la Bible. Donc, nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer aujourd'hui. Pour l'Allemagne, par exemple, ce n'est pas seulement que l'ère d'après-guerre est terminée. La Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée. Elle continue. Merz dit « Nous voulons faire de l'armée allemande l'armée dominante. Keberstrel du Porvin. » L'armée dominante dont il parle, c'est la Wehrmacht, l'armée nazie. On assiste à une résurgence de ce qui est réellement le nazisme en Allemagne. C'est comme si tout à coup, nous revenions à la période de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une dictature en France, où malgré tous les gilets jaunes et les manifestations à travers le pays, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Macron. On assiste à une obsolescence totale des constitutions politiques et des politiques qui ont conduit à ce que Starmer en Grande-Bretagne suive simplement Tony Blair dans le cadre du développement super-thatchérien. Rien de tout cela n'est dans l'intérêt national de ces pays. Ce n'est pas ce que veulent les électeurs, mais le système politique s'est dissocié de la volonté des électeurs. Il se peut que le seul catalyseur de ce changement ne se trouve pas en Europe, mais dans d'autres pays, en particulier d'anciens ou d'actuels alliés des États-Unis, comme le Japon et la Corée du Sud, qui décideront, eh bien, maintenant que nous ne pouvons plus dégager d'excédents commerciaux avec les États-Unis, maintenant qu'ils nous imposent au Japon ce qu'ils ont fait avec les accords du Plaza et du Louvre dans les années 1980, peut-être devons-nous nous rapprocher de la Chine. Je pense qu'à mesure que l'Europe occidentale verra d'autres pays asiatiques rejoindre la Chine, les uns après les autres, à travers le plan de développement global de la Chine, l'initiative La Ceinture et la Route et sa vaste zone d'échange et d'investissement, l'Europe constatera qu'ils prennent de plus en plus d'avance sur nous. Ils nous ont laissés pour compte. Combien de temps pouvons-nous accepter d'être laissés pour compte? Et que pouvons-nous faire pour changer cela? Eh bien, la question est, cela peut-il se faire sans révolution? Je ne sais pas. S'agira-t-il d'une révolution pacifique? Comment changer une constitution qui a laissé l'Europe et des oligarchies clientes dans cette situation? C'est autant une question politique qu'une question économique. Donc, même si nous parlons en termes d'autodétermination économique, comment gérer le fait qu'il existe cette distorsion politique de ce que toi et moi considérerions comme la logique matérialiste naturelle de l'histoire? Eh bien, sur ces grandes paroles finales, nous pouvons conclure ici. J'aime au moins cette possibilité, car je vois effectivement quelques signes d'optimisme venant d'Asie de l'Est, à la fois de la Corée du Sud et du Japon. Il semble qu'eux aussi aient pris conscience que alors que l'ère où le système d'après-guerre touche à sa fin,
le rôle des États-Unis va changer fondamentalement, y compris en cannibalisant ses alliés, ce qui d'ailleurs est aussi évident dans la rhétorique envers Taïwan. Donc, alors que cela se produit, s'ils opèrent ce changement, il reste à voir si les Européens continueront à se sacrifier de cette manière. Mais je ne sais pas, je suis très désabusé par les Européens en ce moment, donc je reste pessimiste. Mais au moins, cela constitue une source d'optimisme. I remain pessimistic, but at least that's a source of optimism now. Yes. Oui, oui, de l'optimisme. Oui, il y aura une révolution. Well, Eh bien, professeur Hudson, merci, comme toujours. C'est toujours fascinant de discuter avec vous. Alors, merci encore. thanks again. Eh bien, merci Glenn.